20 أكتوبر الكريم. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le patriarche maronite s'entretient avec une délégation du Hezbollah à Kerké. Le Parti de Dieu réitère son soutien au chef du CPL Michel Aoun comme son candidat à la présidentielle. Samir Jarjar reçoit à Mehrab les familles des militaires enlevés par les djihadistes. Le leader des forces libanaises appelle le gouvernement à trouver une solution, quel qu'en soit le prix. En Syrie, l'aviation du régime bombarde 2 villes du nord tenues par le groupe État islamique. Bilan, une quarantaine de morts dont plusieurs enfants et des dizaines de blessés dans un état grave. Et à suivre également dans ce journal, 10 ans après, l'Asie rend hommage aux victimes du tsunami de 2004, l'une des pires catastrophes de son histoire. Une vague géante avait déferlé sur une douzaine de pays, tuant 220 000 personnes et rayant des zones entières de la carte. Le patriarche maronite a reçu ce matin à Kerké une délégation du Hezbollah présidée par le président du bureau politique du parti. Ebrahim Amin Sayed a affirmé à l'issue de l'entretien que le Parti de Dieu soutient la candidature de Michel Aoun à la présidentielle. Le Hezbollah estime que le chef du CPL est une personne efficace et capable d'assumer cette fonction. Sayed a par ailleurs indiqué que Omar Bchar el-Raï a salué et encouragé le dialogue entamé entre le courant du futur et le parti de Hassan Nasrallah. L'armée libanaise a repoussé une tentative d'incursion cette nuit dans la région de Hersel, dans la Bekaa, et tué 3 hommes armés, parmi eux un Syrien, membre du Front al-Nosra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Hersel et ses abords ont été le théâtre de violents combats en août dernier entre l'armée d'une part et les djihadistes du Front al-Nosra et de l'organisation État islamique d'autre part. Les 2 groupes djihadistes retiennent toujours en otage 25 soldats et agents des forces de sécurité intérieure. 4 ont déjà été exécutés, dont 2 par décapitation. Et puis justement, Samir Jarjar a reçu à Mehrab les familles des militaires enlevés. Le leader des forces libanaises a appelé le gouvernement libanais à trouver une solution au dossier, quel qu'en soit le prix, l'approche ou l'échange. Il a par ailleurs appelé les proches des militaires à ne pas perdre espoir malgré la difficulté des circonstances. Les djihadistes exigent notamment la libération d'islamistes détenus à Roumieh pour relâcher les otages. Ces derniers jours, les familles ont obtenu le soutien de plusieurs partis politiques en faveur d'un échange. Le ministre de la Justice s'est rendu auprès des dignitaires chrétiens de Tripoli pour leur présenter ses vœux à l'occasion de Noël. Achraf Rifi leur a assuré que les habitants de Tripoli, toute appartenance confondue, ont toujours vécu comme une famille unie, malgré les incidents qui ont secoué la capitale du Nord ces derniers mois. Il a indiqué que des efforts ont été fournis entre les leaders chrétiens et musulmans pour encourager cette image de convivialité de la ville. La situation à Tripoli redevient progressivement normale. Le ministre a par ailleurs indiqué être en faveur du dialogue, estimant que toute démarche peut contribuer à abaisser la tension à travers le pays. En Syrie, près de 40 civils, dont 7 enfants, ont péri dans des raids aériens de l'armée. Ces frappes ont frappé les villes d'Al-Bab et de Kbassin dans la province septentrionale d'Alep, 2 villes tenues par le groupe État islamique dans le nord du pays. Des dizaines de blessés se trouvent dans un état grave. L'EI, qui contrôle de vastes pans de territoire en Irak et en Syrie, est visé par des raids aériens de l'armée syrienne d'une part et de la coalition dirigée par Washington d'autre part, notamment dans le nord du pays. En Syrie, le groupe extrémiste combat à la fois le régime, les rebelles et les Kurdes. Jeudi, une 60aine de djihadistes ont été tués dans des combats contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie. Et puis c'est un front uni contre le groupe État islamique. La Turquie a promis à l'Irak de renforcer la coopération militaire entre les 2 pays pour lutter contre l'organisation terroriste. En visite à Ankara, le Premier ministre irakien, Haïdar el-Abadi, a demandé à son homologue Ahmed Davutoglu son soutien dans le partage des renseignements, l'entraînement militaire et l'armement. La Turquie entraîne déjà des combattants kurdes de Peshmerga qui participent à la bataille de Kobané en Syrie, près de la frontière turque, une ville que les Kurdes tentent de reconquérir, appuyée par les frappes de la coalition internationale. De nouveaux raids ont ciblé des positions de Daesh dans la nuit de mercredi à jeudi. C'est lors d'un raid similaire qu'un avion de la coalition s'est écrasé dans la région de Raqqa mercredi. Les djihadistes détiennent le pilote de chasse. Le père du sous-lieutenant jordanien de 26 ans a demandé à l'organisation
de faire preuve de pitié envers son fils. Après Washington, c'est au tour d'Amman de démentir que l'avion a été abattu par les djihadistes, comme ils l'affirment. Ils ont annoncé avoir utilisé un missile solaire muni d'un détecteur infrarouge qui permet au missile de s'accrocher à une source de chaleur, en l'occurrence le réacteur d'un avion. Dans un instant, nous vous dirons pourquoi Vladimir Poutine a décidé de priver le gouvernement russe de vacances de Noël. Retour sur le plateau de l'info du 1640. Israël a donné son accord préliminaire pour la construction de 243 nouvelles habitations dans la colonie juive de Ramoth en Cisjordanie. Une décision qui risque de raviver la colère des Palestiniens, mais aussi des États-Unis et de l'Union européenne, qui appellent régulièrement les autorités israéliennes à geler la construction de nouvelles colonies. Par ailleurs, une fillette israélienne de 11 ans a été grièvement blessée par un cocktail Molotov lancé contre la voiture où elle se trouvait avec son père, qui lui a été légèrement blessé. Les territoires occupés connaissent un regain de tension depuis le 10 décembre, quand un ministre palestinien a été tué lors d'une confrontation entre des manifestants palestiniens et des soldats israéliens. En Libye, la bataille pour le contrôle de terminaux pétroliers et d'une centrale électrique font rage dans l'Est. Au moins 22 soldats ont été tués par des miliciens islamistes dans cette région où les forces du gouvernement, reconnues par la communauté internationale, s'opposent au gouvernement lié au groupe Aube de la Libye, proche des islamistes. Ce groupe a tiré plusieurs roquettes en direction des terminaux d'Al-Sadra et Ras Lanouf. Un réservoir a pris feu. Parallèlement, les miliciens ont mené une attaque surprise sanglante contre les militaires chargés de surveiller une centrale électrique à l'ouest de Sirte. La Libye a plongé peu à peu dans le chaos après le renversement de Mohamed Kadhafi en 2011. Commémoration en Indonésie et partout en Asie. Il y a 10 ans, jour pour jour, le pays faisait face à la pire catastrophe de son histoire. 170 000 personnes étaient emportées par un tsunami, en majorité dans la province d'Aceh. Seule la grande mosquée a résisté au déferlement de la vague qui a atteint une trentaine de mètres à certains endroits, rayant des zones entières de la carte. Ce vendredi, des milliers de personnes s'y sont retrouvées pour prier et rendre hommage aux disparus. Une douzaine de pays ont été touchés par le tsunami qui a fait au total 226 000 victimes, comme en Thaïlande où plusieurs milliers de personnes sont décédées, notamment 2000 touristes étrangers. Le tsunami avait été provoqué par un séisme d'une magnitude de 9 sur l'échelle de Richter, tremblement de terre dont l'épicentre se trouvait au large de l'île indonésienne de Sumatra. La catastrophe avait suscité un élan de générosité à travers le monde. 13 milliards de dollars avaient ainsi été récoltés pour venir en aide aux survivants. Une mosquée prise pour cible en Suède. 5 personnes ont été blessées dans l'incendie du lieu de culte à Eskilstuna, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Stockholm. Un individu a jeté un engin dans le bâtiment depuis la rue. Les victimes souffrent d'intoxication, de coupures et de fractures. L'auteur des faits n'a pas été identifié. La police a ouvert une enquête pour incendie criminel aggravé. Le chef de l'Association des musulmans de Suède s'inquiète du climat de défiance qui s'installe dans le pays. Selon lui, la haine des étrangers s'est renforcée. Il faut dire que l'extrême droite gagne du terrain. Le Parti des démocrates de Suède est désormais la 3e force du Parlement et use de son pouvoir de blocage. Plus tôt ce mois-ci, il a contraint le gouvernement de gauche à organiser des législatives anticipées. Pas de repos en perspective pour les ministres russes. Face à la gravité de la crise économique que traverse le pays, Vladimir Poutine a décidé d'annuler les vacances du gouvernement prévues début janvier pour célébrer le Nouvel An et le Noël orthodoxe. L'économie russe a pris un sérieux coup de froid en raison de la baisse du prix du pétrole, des sanctions occidentales et de l'effondrement du rouble. La monnaie russe a perdu plus de la moitié de sa valeur, enregistrant une chute historique la semaine dernière. Conséquence, la nouvelle année devrait rimer avec récession et inflation en Russie. Sur les étals des marchés, la hausse des prix devrait atteindre plus de 11% sur l'année. Et pour la boisson, Vladimir Poutine a ordonné le gel des prix de vodka. D'après le président russe, l'envolée des prix conduirait à accroître la consommation d'alcool de contrebande de mauvaise qualité. L'Ukraine et les rebelles pro-russes acceptent un échange de prisonniers qui pourrait avoir lieu ce week-end. Selon cet accord, Kiev échange 225 séparatistes contre 150 soldats ukrainiens. Sur le terrain, les observateurs du centre de coordination tripartite confirment que les accords de cessez-le-feu obtenus à Minsk ne sont pas respectés. Parmi les observateurs, des militaires russes qui assurent rester à l'écart des combats, mais protéger les rebelles. Les soldats ukrainiens sont stationnés à quelques kilomètres du centre de coordination.
Ils disent régulièrement essuyer des tirs en provenance des rebelles pro-russes. Puis dans le Donbass, les échanges de tirs sont toujours réguliers et le processus de paix semble dans l'impasse pour ce conflit qui a fait plus de 4700 victimes depuis avril dernier. Et avant de se quitter, cette information de dernière minute, une fuite de gaz dans un réacteur nucléaire en construction en Corée du Sud a fait 3 morts. La direction exclut en revanche tout lien avec une cyberattaque qui a visé la centrale la semaine dernière. Il n'y a aucune contamination radioactive et aucune fuite radioactive à signaler. Les employés ont, semble-t-il, inhalé du gaz d'azote pendant qu'ils procédaient à des contrôles de sécurité dans une pièce souterraine remplie de câbles à la centrale de Gori, près de la ville portuaire de Busan. Et c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le patriarche maronite s'entretient avec une délégation du Hezbollah à Kirke. Le Parti de Dieu réitère son soutien au chef du CPL, Michel Aoun, comme son candidat à la présidentielle. Samir Jarjah reçoit à Mahrab les familles des militaires enlevés par les djihadistes. Le leader des forces libanaises appelle le gouvernement à trouver une solution, quel qu'en soit le prix. En Syrie, l'aviation du régime bombarde 2 villes du nord tenues par le groupe État islamique. Bilan, une quarantaine de morts, dont plusieurs enfants, et des dizaines de blessés dans un état grave. Et puis, 10 ans après, l'Asie rend hommage aux victimes du tsunami de 2004, l'une des pires catastrophes de son histoire. Une vague géante avait déferlé sur une douzaine de pays, tuant 220 000 personnes et rayant des zones entières de la carte. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Vous retrouverez Serge Berberi à la barre du prochain JT. Excellente soirée à toutes et à tous. يجب أن يستقيل في الساعات القادمة 20 أكتوبر 2020.